je fais la petite intro, dans le fond. Bienvenue au podcast. Puis après ça, je te présente. Puis écoute, on se connaît pas. On va apprendre à se connaître là, au fil de la discussion. Puis je suis vraiment content qu'on prenne ce moment-là ensemble ce matin. Parfait, merci à toi encore pour l'invitation. J'étais honoré. J'écoutais ton podcast des fois, ça dépendait des invités. Oui, oui. Ceux que je connaissais, puis là, quand tu m'as écrit, je vais Ben, c'est le fun au bout. OK, ça c'est bon. Les niveaux sont bons. On décolle avec ça. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ben, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Simon Duguay, un prof d'informatique, chargé de cours à l'université, un gars qui s'intéresse à toutes sortes de choses, dont l'intelligence artificielle. Donc, bonjour mon cher Simon, comment ça va? Bonjour, ça va très bien toi-même? Ça va vraiment bien. Puis, pour moi, ce matin, c'est vraiment une première. Euh, c'est la première fois que j'ai un invité que je rencontre pour une première fois pendant un podcast. Vraiment, j'ai vu des choses circuler à ton sujet dans Twitter, je pense, euh, concernant des conférences au niveau de l'intelligence artificielle. Puis là, ben, quand on est curieux, hein, on va voir le profil des gens. Hey, ça, c'est un prof dans le coin de Québec. Puis, OK, 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 OK. Fait que je t'ai lancé l'invitation. J'ai pris une chance. Et nous voici ce matin. Fait que je suis vraiment content qu'on ait la chance de discuter de ton parcours puis de ta vision de l'éducation. Oui, ben merci beaucoup pour m'avoir invité au podcast. J'en étais bien honoré. Ben super. Écoute, c'est pour mon propre bénéfice puis pour les gens qui sont en train de prendre le temps de nous écouter aujourd'hui. C'est qui Simon Duguay? Tu es dans quel coin? Qu'est-ce que tu fais présentement? Présentement, je fais beaucoup de choses, mais si on regarde un peu mon parcours, Ouais. moi, à la base, j'ai fait un bac en enseignement des sciences au secondaire. OK. Donc, même si j'enseigne présentement l'éducation aux médias, qui n'est pas un cours officiel dans la grille matière du gouvernement, là. Mais bref, donc j'ai fait un bac en enseignement des sciences au secondaire. Quand j'ai terminé mon bac, j'ai commencé une maîtrise en didactique des sciences, mais qui portait vraiment sur l'enseignement de la programmation secondaire. C'était en recherche. Donc, j'ai fait ma scolarité, puis par la suite, le destin de la vie a fait que j'ai eu le contrat qui est devenu éventuellement mon poste. Donc, j'ai continué ma maîtrise à temps partiel, puis en même temps de tout ça, j'ai commencé à enseigner à l'école secondaire de Rochebelle, un cours d'éducation médias, citoyenneté numérique et informatique, qui est un cours maison, en fait, là. Fait que je peux faire un peu, j'ai des grandes balises, mais j'ai pas une progression des apprentissages ministériels à suivre. Ça me donne beaucoup de liberté. Ça, on pourra en reparler plus tard, c'est super intéressant. Ben oui. Donc, c'est ça. À l'école secondaire de Rochebelle, à Québec, j'enseigne là. C'est ma cinquième année à cette école-là, sixième année en enseignement. Ça fait pas très longtemps que j'ai gradué du bac. Et en même temps, je suis chargé de cours à l'Université Laval en didactique des sciences. Donc, je forme les futurs enseignants au baccalauréat et à la maîtrise qualifiante en enseignement des sciences au secondaire. Ça, c'est mes deux occupations principales. Dans la dernière année, bon, depuis ChatGPT, on va y Ouais. aller de même, Ouais, là, ouais, c'est depuis. passé pour de vrai, là. Ouais, il y a la Euh, vie avant ChatGPT puis après, là. Ouais. Ah, vraiment, puis j'avais une sorte d'épiphanie, si on peut dire, là, cette semaine en me disant, parce que jeudi passé, c'était le 1 an de ChatGPT, puis je repense au avant qui me semble si loin. En même temps, c'est sûr que, bon, toutes les années de la pandémie, c'est une espèce de flou artistique. Quand, qu'est-ce qui s'est passé quand? Mais là, la pandémie était finie, une nouvelle technologie qui est sortie, et là, soudainement, je fais des interventions dans les médias, je fais des conférences. J'ai parti un groupe Facebook. On est rendu à 6300 personnes dessus à échanger d'un peu partout dans la francophonie, vraiment pas juste au Québec. Là, il y a vraiment du monde de partout. C'est quoi le nom de votre Donc, groupe Facebook? ChatGPT et IA en éducation. Ça, dans le fond, ce qui s'est passé, là, c'est que si je peux, la petite histoire de ce groupe-là, c'est que il y a 1 an, moi, à la base, comme je le disais, j'ai fait une maîtrise en enseignement de l'informatique, puis de mon côté, là, un peu, j'ai appris par moi-même à programmer, puis quand j'étais au bac, souvent, à un moment donné, je m'étais entraîné, j'avais fait une espèce de petit assistant personnel de reconnaissance vocale, euh, j'avais programmé, entre autres, avec l'intelligence artificielle. Je programmais des jeux vidéo un peu par plaisir pour apprendre à programmer. Donc, je suivais, entre autres sur Twitter, plein de personnes, puis sur Reddit, plein de personnes en lien avec la programmation. Et là, soudainement, je vois passer plein de publications par rapport à un robot qui serait capable de programmer. Puis c'est vraiment comme ça que je l'ai découvert, ChatGPT. Et c'est comme ça Là, on parle des premières journées de sa sortie. Ouais. C'est beaucoup dans les communautés techno, parce que c'est de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de complexe. Donc, c'est pas le grand public qui l'a découvert en premier, c'est vraiment les communautés techno. Bon, du moins, c'est de même qu'il m'a été introduit.
Puis là, je voyais passer des captures d'écran, puis des captures d'écran, puis des captures d'écran de ChatGPT. Puis là, je comprenais pas c'était quoi. Je me suis dit, bon, je vais aller me renseigner, je vais aller l'essayer. Fait que là, première requête, quelques premières requêtes, bon, programme telle chose. Puis là, j'étais, oh, wow, c'est fantastique. Là, j'ai eu un 2 minutes. Puis là, je me suis dit, attends. Puis là, j'ai posé une des questions que je pose dans un de mes travaux à remettre à mes élèves du OK. secondaire pour OK. voir qu'il m'a fait une réponse vraiment incroyable. Là, je me suis dit, bon, c'est un outil gratuit, accessible en ligne de n'importe où, qui est capable de répondre aux questions que j'envoie dans les travaux à la maison de mes élèves. Donc là après ça, on va voir mon conjoint, on s'en parle, puis là, les deux, on se disait, bon, ben ça y est, il y a un robot qui va faire les devoirs à la place de nos élèves, il faut changer toutes nos affaires. Fait que là, le vent, tu sais, je vais être le premier à le dire, là, le vent de panique m'a pris dans les premiers instants. Ouais. Tranquillement, ça s'est mis à se parler dans la sphère éducation de Twitter. Je publiais des choses, il y a d'autres personnes qui publiaient des choses par rapport à ça, entre autres par rapport à l'évaluation, par rapport à bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Là, je me suis dit, bon, il doit y avoir des solutions à ça. J'aime ça apporter des solutions. Je vais partir un groupe Facebook par rapport à ça. Puis je me suis dit, si on est une dizaine d'enseignants à se partager des trucs, des idées là-dessus, ben ça va être ça de fait. On va pouvoir créer du matériel. Je vais pouvoir le partager à mes collègues à l'école. C'était vraiment une initiative en me disant, on va être un très petit groupe de personnes. On va publier des choses, on va s'échanger des ressources, puis on va pouvoir partager ça dans le milieu. C'était vraiment ça l'objectif du groupe à la base, partant de la problématique de l'évaluation, aussi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de positif avec ça. Mhm. J'ai vraiment failli pas le faire. J'ai vraiment passé à un cheveu. On était en décembre. C'était la correction de fin de session à l'université. C'était ma correction d'un gros projet au secondaire. J'avais pas le temps. Là. J'avais dit à mon chum, écoute, pense pas que moi le faire. J'ai pas le temps. Probablement que quelqu'un d'autre va embarquer là-dedans. Là, je me suis dit, bon, je vais le faire. On verra qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce qui te faisait hésiter, si je peux me permettre, Simon? Qu'est-ce qui te Mon fait... temps, Juste c'est le temps. vraiment OK. juste le temps. OK. C'était vraiment OK. juste le temps parce OK. que, puis ça, je pourrais en parler plus tard, là, tu sais, je suis souvent en mode solution. Tu sais, moi, avoir des projets de même, j'aime ça, gérer des choses comme ça, j'adore ça. C'est OK. juste que, bon, là, le temps, je voyais certains groupes Facebook que je me disais, hey, je veux pas être le modérateur de ça, là. Certains groupes en éducation sur Facebook au Québec qui ont tellement de gestion à faire. Là, en plus, je voyais tout comme une montagne parce que j'étais dans le gros rush de correction, mais je me suis dit, bon, je vais le faire quand même. On verra qu'est-ce qui arrivera. Et là, 1 an après, on est là à se parler de cette histoire qui a vraiment explosé. Donc là, je pars le groupe, je le publie sur Twitter, je le publie sur Enseignants et enseignantes du Québec en disant si jamais il y a quelques personnes qui ça vous tente. Si je ne me trompe pas, c'était le 7 ou le 9 décembre. Donc ça ne fait pas tout à fait 1 an encore. 2022. 2022, Ouais. déjà, il y a Ouais. 1 an. Ouais. Et donc là, je publie le groupe, j'envoie ça à quelques personnes, des personnes s'ajoutent, ça se met à grossir tranquillement, juste à temps qu'une journaliste du Devoir me contacte pour me dire, bon, j'ai entendu parler du groupe Facebook, il y a ChatGPT, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, est-ce qu'on peut faire un article? C'est ça qu'elle m'avait demandé. Fait que j'ai dit, ben oui, moi, je me pose pas plus de questions. J'ai dit, tu sais, j'étais un peu... J'étais content de savoir que, bon, il y a une journaliste qui s'intéressait à ce que je faisais. Répond à quelques questions. Elle me dit, là, ça, c'était le lundi. Elle me dit, l'article va sortir dans 2 jours, le mercredi. Et là, ce matin-là, c'est là que tout a un peu explosé, si on peut dire, là, parce que elle en a parlé dans le devoir avec un titre qui était quelque chose du genre un robot qui fait les devoirs ou le robot préféré des élèves arrive dans les classes, quelque chose comme ça. OK. Finalement, l'article fait la couverture. Là, ce matin-là, je me réveille parce qu'il y a le recherchiste de Radio-Canada qui m'appelle pour faire une entrevue au téléphone Pour vrai, hein? à première heure à Québec. Là, pour me rendre compte que j'avais aussi manqué un appel de Salut Bonjour, mais que finalement, il avait trouvé quelqu'un d'autre. Je pense que c'était Sylvain Duclos? Duclos sur la Rive-Sud, puis il a fait une super entrevue d'ailleurs. Là, il y en a Oui. toujours des super. Oui. Donc, bref, là, les entrevues, bien évidemment, le groupe s'est ramassé dans les médias. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de personnes se sont mis à l'ajouter. La communauté s'est mise à grossir. Et ce que j'ai trouvé incroyable de cette communauté-là, et ce que je trouve toujours incroyable, c'est que ma crainte du début de « Oh mon Dieu, je vais avoir à gérer un groupe Facebook, donc je vais avoir à gérer de la chicane, je vais avoir à gérer des personnes qui publient des choses qui n'ont pas rapport », j'ai pas eu à gérer ça. La communauté est tellement fantastique. Dans les premiers jours, c'était des personnes qui disaient hey, j'ai vu passer cet article-là, j'ai vu passer cette vidéo-là. On travaillait vraiment dans une espèce de
processus de résolution de problèmes collectifs, parce qu'au début, ChatGPT en éducation, la première vague, là, c'était vraiment l'évaluation, l'enjeu de l'évaluation, mais tout le monde qui était là pour la même cause, on partageait des choses. Je me rappelle, j'ai publié quelque chose comme Hey, je cherche des idées, voici les idées que j'ai eues de manière d'adapter l'évaluation. Bon, oui, on peut le faire à l'écrit, mais on peut leur faire faire disons, des infographies, on peut leur faire faire des cartes conceptuelles. Avez-vous d'autres idées? Plusieurs personnes ont écrit des choses. Là, le lendemain, j'allais sur Canva, je faisais une première petite infographie pour tout regrouper différentes stratégies ensemble, publier ça sur le groupe, mettais ça sur Twitter. Là, ça partait, plein de monde repartageait ça parce que c'était un enjeu qui était commun sur toute la planète en éducation. On a tous découvert ça à peu près en même temps, dans un même délai de 2 semaines. Et ça a explosé, plein de personnes partageaient ça. Le groupe a continué à grossir à cause de ça. Le groupe communauté qui est toujours aussi fantastique d'ailleurs. C'est super trippant de voir comment est-ce que maintenant, 6000 quelques personnes qui ont des intérêts communs sont capables de travailler ensemble vers une solution. Je trouve ça fantastique. Mais bref, donc ça a explosé. Puis là, 1 an plus tard, je me suis intéressé je m'intéressais déjà à la chose parce que comme j'avais un cours d'éducation aux médias que je peux faire un peu ce que je veux, j'enseignais déjà différents concepts en lien avec l'intelligence artificielle. Je l'avais programmé moi-même. Donc, je connaissais qu'est-ce qui se passe un peu dans la machine quand ça fonctionne. Donc, c'est sûr que quand ce sujet-là est arrivé, j'ai été capable de m'adapter, j'ai été capable de dire, bon, ben, comment est-ce que je peux mettre mes connaissances pour aider, pour mobiliser finalement une communauté qui a produit des choses incroyables aussi. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis là, de fil en aiguille, ben là, j'ai fait d'autres infographies. Je me suis mis à donner des formations à mon école, à mon centre de service scolaire, publier des choses, des vidéos sur YouTube, des infographies en ligne. De petit à petit, je me suis mis à donner des conférences, entre autres, dans des écoles. Ben, à mon école pour commencer. Ensuite, dans mon centre de service scolaire, on avait fait un webinaire avec des conseillers pédagogiques. Puis après ça, il y a d'autres écoles qui m'ont contacté. L'école branchée m'a contacté. Je me suis mis à donner des conférences avec eux. C'est un peu ça là, qui a continué. Radio-Canada m'ont rappelé plus tard pour d'autres enjeux. Là, cet été, j'avais une chronique technologique. J'y retourne une fois de temps en temps. Donc, c'est un peu ça la progression de la dernière année qui est complètement folle. Je m'attendais pas, il y a 1 an, je m'attendais pas à vivre cette année-là, mais ce fut une année incroyable. Puis Ça je doit. l'échangerai pour rien au monde. Ça doit, hein? Pour un gars qui avait pas le temps. Pour un Imagine. gars qui avait pas le temps, mais en Imagine. même temps, des projets motivants. Ouais. Même si j'ai pas le temps parce que j'ai de la correction, moi, je suis le genre de personne que je vais me dégager du temps pour des projets comme ça parce qu'on dirait que ça me donne l'énergie pour faire le reste. Ah oui, hein? Des projets qui sont super motivants, des projets dans lesquels on s'implique, qu'on voit vers où on s'en va, ou qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va, mais que c'est trippant, on est avec des personnes trippantes, on s'en va dans une direction, on essaye des choses. Mais même s'il faut que je prenne 1 heure, une soirée, 2 heures, 3 heures, ou beaucoup d'heures dans une semaine pour ça, ben on dirait que c'est ça qui va me donner l'énergie pour continuer le reste. Fait que oui, c'est un investissement. Je ne perds pas mon temps, je l'investis. Je Ah vois oui. ça un peu comme ça. Le retour sur l'investissement est très positif, là. Au Oui. niveau de l'énergie, mais aussi la croissance puis le réseau. Tu sais, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit parce que tu as nommé des gros morceaux dans tout ça. Et puis, un qui peut passer là, inaperçu, c'est que ça fait déjà partie de tes pratiques avant ChatGPT d'avoir un réseau. Puis, un de tes Oui. premiers réflexes, ça a été de créer un groupe Facebook. Tu dis, je m'informais, je suivais des gens sur Reddit pour la programmation. C'est quoi pour toi l'importance d'avoir un réseau à l'extérieur de ta bâtisse, là, un réseau professionnel dans le monde d'aujourd'hui pour justement ce retour, c'est un investissement de temps, se présenter là, puis le retour. Pourquoi ce serait important pour les gens qui sont peut-être pas rendus là d'avoir un réseau? Tu sais, je peux être sur Facebook, mais pas pour des intentions professionnelles, tu sais, ou ailleurs, là, tu sais. Oui. Donc, comment tu vois ça, toi? Je vois ça de 2 manières. Moi, j'ai rejoint je dirais là, que mon réseautage, c'est vraiment fait en 3 temps. OK. Le premier temps, c'était bon, des groupes Facebook comme Enseignants du Québec, des groupes d'étudiants au baccalauréat en enseignement des sciences ou en enseignement tout court, dans lequel on partageait des choses. Donc, dans un premier temps, mon réseautage, c'était vraiment un peu pour comprendre c'est quoi l'éducation, mais faire une banque de ressources aussi. Quand on est un nouvel enseignant, on a besoin de ressources, d'avoir des activités, des idées d'activités, des choses comme ça. Donc, mon réseau au début, c'était plus moi qui, je vais dire, qui prenait.
dans le sens où j'allais sur des groupes, je voyais des activités passer, je m'y sauvegardais, je voyais des trucs de gestion de classe passer. Dans les premières années, c'est super important. Il faut développer cette compétence-là, qui en Ouais. est une très importante en enseignement. Donc, je prenais beaucoup de choses que je voyais passer. Je trouvais ça super intéressant. Sur les réseaux sociaux, ma contribution s'arrêtait un peu à ça. Éventuellement, j'ai fait mon compte Twitter, c'était un headcamp qui est organisé par l'école branchée, que je pouvais y aller parce que j'étais stagiaire à cette école-là, donc on avait une entente, c'était au Collège des Compagnons à l'époque où je faisais mes stages à Protic. Et là, je voyais plein de personnes publier des choses sur Twitter, donc je me suis dit, bon, je vais me faire un compte Twitter, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ça a été un peu la deuxième phase de ma découverte des réseaux sociaux en éducation. C'était plus une phase pour m'inspirer. OK. Je voyais des personnes inspirantes publier des choses inspirantes. J'étais dans la fin de mon bac, je commençais mon insertion professionnelle, puis c'était vraiment un facteur de motivation. Je voyais des choses que je me disais, hey, je veux aller là avec mes élèves, je veux essayer telle chose. On parlait du futur de l'éducation, on parlait de compétences du 21e siècle à développer chez les élèves et je trouvais ça donc bien incroyable. C'était vraiment un gros vecteur de motivation pour ça parce que moi, je suis en enseignement, oui, on a des connaissances à apprendre, des compétences à développer, mais je suis là parce que je crois sincèrement que nos élèves, ce sont les futurs citoyens, il faut qu'ils développent des choses, on s'adapte, on est dans une autre réalité maintenant qu'on l'était il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y a 100 ans. On adapte l'éducation et on s'en va de plus en plus vers quelque chose dans lequel on doit travailler l'humain, on doit travailler l'esprit critique de nos élèves, la résolution de problèmes. Donc, c'était toutes des choses qui passaient beaucoup sur Twitter. J'ai trouvé ça fantastique. Et la troisième phase, ça a été là où je me suis mis à mobiliser des personnes, à créer une communauté dans le but de la repartager. Quand je disais que dans ma première phrase, je prenais beaucoup, mais là, j'avais un peu l'impression de redonner à la communauté qui m'avait tant nourri aussi. Là. C'était un peu un échange. J'ai été capable de mobiliser des personnes dans le groupe, créer une communauté. Il y avait d'autres personnes qui mobilisaient, bien évidemment. Je ne m'attribuerai pas tout le mérite de ça, loin de là. Mais et on a créé des choses fantastiques ensemble dans la dernière année là, sur ce groupe-là, mais à d'autres endroits sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment ça, je dirais, être capable d'aller chercher d'autres personnes qui ont des intérêts communs. Ouais. On travaille ensemble, qu'on développe des choses. Ça peut faire des choses fantastiques. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont moins fantastiques, mais quand on regarde ce qu'il est, bien, pour de vrai, ça peut faire de très, très belles choses. Ah, absolument. Écoute, pour faire une histoire courte, moi, j'ai ouvert mon compte Twitter en 2009 ou 10, là, j'oublie. Puis moi aussi, c'était pendant une formation. Puis mon premier réflexe quand on m'a invité à créer mon compte, c'était, ben là, j'ai assez de courriels. Tu sais, j'étais directeur d'école, je pense à ce moment-là, directeur adjoint au secondaire. Je me disais, ben pourquoi? Ça va changer quoi? Puis écoute, mon développement professionnel a fait ça, tu sais, parce que je me suis rendu compte que je pouvais apprendre de qui je voulais, quand je voulais. Tu découvres quelqu'un de fantastique dans Twitter, ben tu vas dans son profil. Puis si la personne a 13 500 tweets, ben tu as accès à ça là. Tout ce qu'elle a dit dans le passé, c'est là, tu sais. Tous les médias qui ont été partagés, j'ai accès à ça. Hey, tu découvres des PowerPoints, tu découvres toutes sortes de choses. Tu te mets à gratter un petit peu, là. En tout cas, donc c'est tellement riche. Fait que oui, le mot qui me revient dans ce que tu as dit, c'est l'inspiration. Puis, comme toi, moi, au début, c'était plus, j'allais pour m'informer parce que je me disais, mais je suis qui, moi, pour partager des choses, tu sais, comment les gens vont réagir. Il y avait comme un risque, là, tu sais. Mais, ouais. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui se travaille quand même. Être capable de passer de la personne qui prend, qui est juste là, qui consulte, qui regarde. Je veux dire, avant l'arrivée de ChatGPT, Twitter, les groupes Facebook, je regardais qu'est-ce qui se passait, je prenais des choses, mais à partir du moment que je me suis mis à publier, c'est pas la même réalité. Puis je pense qu'on a, j'ai eu des phases d'insécurité. J'envoyais des choses, puis au début, le groupe était pas si gros que ça. Je me disais, bon, je lâche ça comme ça, mais devant un auditoire restreint de personnes qui étaient Contrôler beaucoup un au peu, là. final, Ouais. c'est ça, contrôlé, puis qui étaient au final, au début, j'ai partagé le groupe où sur mon compte Twitter, sur un groupe Facebook, puis en parlant à mes collègues. Donc, c'était principalement des personnes que je connaissais, c'était pas une très grosse audience. Donc, j'envoie ça avec pas un sentiment d'imposteur, parce que là, j'étais vraiment dans une posture de j'ai pris ce que les autres ont dit, je l'ai mis ensemble. C'était mes propos, mais c'était en fait les propos des autres que je mettais, que je faisais un groupe. Les premières infographies, c'était ça. Je prenais plein d'idées qui avaient été dites par d'autres personnes. C'était moi qui lançais, avez-vous des idées?
le monde me donnait des idées, je créais quelque chose à partir de ça, je l'envoyais. Éventuellement, je suis arrivé à un point où là, c'était moi, avec mes propres idées, que j'envoyais de l'avant. Mais c'est sûr que ça peut créer un gros sentiment d'insécurité au début Mhm, parce que là, bon, je suis qui pour dire ça, là? Je suis mhm. encore un peu en début de carrière. Clairement, j'en ai vu pas autant passer que beaucoup d'autres de mes collègues. Je me prends pour qui pour envoyer ça? Mais en même temps, la rétroaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup motivé. La rétroaction que j'ai eue à mon école aussi. J'ai vraiment un milieu qui est fantastique. Puis ça, je tiens à le spécifier parce que ça a fait une grosse différence, dans le Oui, hein? sens où je posais des questions à mes collègues. Ah, toi, tu sais, ça, de la manière que je le formule, cette idée-là, tu trouves ça comment? Ou, OK, on va essayer quelque chose, je vais l'essayer dans ma classe, veux-tu l'essayer dans la tienne? Ça fonctionne bien, on va mettre ça sur le groupe Facebook, on va. J'ai eu des collègues qui m'ont assisté, puis Dieu sait que pendant une phase, je leur posais plein de questions. Ah, tu sais, ça, mettons, je voulais faire des méthodes pour adapter les travaux de français à ChatGPT. Ben là, c'est sûr que je posais plein de questions à mes collègues de français parce que j'enseigne pas ça, le français. Donc, je posais plein de questions. Puis là, à un moment donné, je me disais, bon, mais là, je dois être devenu le collègue achalant qui est tout le temps en train de poser des questions. Puis, à un moment donné, c'est une de mes collègues qui m'a dit, mais Simon, t'es pas achalant, t'es rendu une ressource pour l'école. Parce qu'à force de faire cette démarche-là, maintenant, on le sait que si on a une question par rapport à l'IA, c'est toi qu'on va aller voir. On sait que des personnes à l'extérieur du milieu, ça a aussi été une démarche qui a été beaucoup validée par ma direction parce que eux, ils me voyaient faire des démarches, ils me voyaient créer des choses, ils m'encourageaient là-dedans aussi parce qu'ils voyaient, eux, de l'extérieur, que ça me permettait de bâtir des connaissances sur le sujet qui étaient intéressantes, que je partageais aux autres. Ça me permettait de me faire une réputation en ligne qui en était une positive, bien évidemment. Je veux pas, ben c'est sûr que ça affecte positivement un peu l'image de l'école, c'est sûr. Fait, ils m'ont encouragé là-dedans. J'ai des collègues qui ont été super encourageants. Donc, c'est sûr que oui, il y a eu les réseaux sociaux qui m'ont permis de me donner un peu pas cette liberté-là, mais de vraiment m'assumer dans mes propos. Ouais. Mais mon école aussi m'a vraiment poussé là-dedans. Et c'est ce qui a fait une très grosse différence, qui m'a permis de beaucoup plus m'assumer en ligne, puis qui m'a vraiment donné la motivation de, OK, je vais faire des vidéos, je vais publier des choses, puis je pense que ça va aider les autres. Comme je voyais que ça avait un impact positif, puis que j'étais renforcé là-dedans dans mon milieu, ben là, c'est là que ça m'a donné un peu plus ça m'a permis de m'assurer, ça m'a donné de l'autonomie, de l'assurance par rapport à ça. Donc, ça a fait une très grosse différence. Le milieu dans lequel je travaille, qui est une école fantastique, là. Mes collègues sont super, là. Fait que ça fait une grosse différence. Ah, fabuleux, absolument. L'environnement dans lequel on évolue. Euh, Jusqu'à un certain point, beaucoup, nos collègues et nos élèves façonnent qui on devient comme pédagogue. Tu disais que tu posais beaucoup de questions. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Puis, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai assisté à une conférence. Je ne me souviens pas qui est la personne qui a dit ça, mais elle avait dit quelque chose comme quand moi je partage mon histoire en tant qu'éducateur, éducatrice, ça donne la permission à mes collègues de partager leur histoire. Puis là, ben, si on étend ça, puis on se dit, OK, quand Simon pose des questions, ça permet peut-être aux collègues de poser leurs questions eux aussi. Tu sais, ça ouvre une porte. C'est tellement le fun de côtoyer des pédagogues qui se questionnent. Mhm. Tu sais, tu Et grandis avec ça. Tu sais, se donner la permission de dire, hey, moi, je suis rendu là, là. Pas sûr, ça. Qu'est-ce que t'en penses? oui, puis en même temps, c'est ça qu'on demande à nos élèves de faire. Il y a souvent une contradiction là-dedans. Puis moi, le premier, là, je demande à mes élèves, bon, si tu as des questions, tu viens me voir, OK, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu comprends pas? Je suis là pour ça, il n'y a pas de questions niaiseuses. C'est le discours qu'on envoie à nos élèves. Puis moi-même, dans mon début de carrière, des fois, je me disais, ah non, là, je n'irai pas poser cette question-là, je vais avoir l'air du collègue inexpérimenté, on dirait une question niaiseuse, je veux pas, bon. Mais attends, là, si on est des professionnels de l'apprentissage, Mhm. de grandir. C'est ça qu'on fait à nos élèves, puis on ne se le permet pas à nous-mêmes. Mm. Des fois, il y a cette contradiction-là, puis c'est quand on comprend ça. Je veux dire, on est tous en enseignement parce qu'on aime ça répondre à des questions, ou du moins, quelque chose comme ça. J'espère. Donc, Ouais. pourquoi est-ce qu'un enseignant va se dire, ah oui, si mes élèves me posent des questions, c'est correct, mais toi, mon collègue, prends ton trou? Non, jamais, là. Faut Non. se donner cette permission-là dans un milieu, que ce soit comme enseignant ou comme j'imagine n'importe quel autre rôle dans une école. On a tous des choses à apprendre, on est là, puis si Mhm. on est dans une posture où on veut grandir, dans ce mindset-là, ben là, c'est sûr que Mm. ça fait une grosse différence dans notre développement professionnel puis personnel aussi, là. Absolument. Demeurer curieux, tu sais. Trouver ça excitant.
de ne pas savoir quelque chose en pédagogie parce Mhm. qu'on a là une opportunité d'apprendre autre chose qu'on ne sait pas présentement. Tu sais. Si on perd ça, je me dis, on perd notre capacité d'appuyer les élèves qui sont en apprentissage. Je veux dire, ça change tellement vite le monde d'aujourd'hui. Puis regarde juste toi, ton évolution en une année parce que tu t'es intéressé en dehors de ce qui occupait beaucoup de ton temps, tu t'es intéressé à une nouveauté, puis tu t'es dit, c'est quoi ce bibite-là, ChatGPT? Et puis comment ça va nous aider? Parce qu'au début, c'était le fun pour les apprenants, mais un challenge pour l'enseignant. Fait Mhm. que là, tu te dis, on fait quoi avec ça? Tu sais, là? Fait que c'est beaucoup d'ouverture d'esprit qui est requise ici. Là. Oui, vraiment. Et en même temps, je pense que la pandémie, autant elle a apporté plein d'aspects négatifs, a été très formatrice là-dessus. Elle nous a amené à nous dépasser, elle nous a amené à réinventer plusieurs de ces choses-là. Puis moi, j'ai vu des choses incroyables, là. J'ai certains de mes collègues qui étaient moins techno avant, Ouais. qui ont dû devenir un peu techno parce que là, on enseignait à distance, puis qui ont continué à conserver certaines de ces activités-là. J'ai des collègues maintenant qui font des projets, bon, les élèves doivent se filmer, faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant la pandémie, mais parce qu'il y a eu cette opportunité-là de Hmm. développement, de dire, bon, ben, OK, là, il faut que je retravaille sur mes choses. Ben, certaines personnes sont restées là-dessus, dont moi, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, vers où on s'en va, on se tourne sur un scène. Ben, c'est quelque chose qu'on a pu continuer. Là, malgré tout le négatif qu'il y a eu, faut quand même reconnaître, à mon avis, qu'il y a eu cet aspect-là qui était un peu plus positif là-dedans, puis Ouais. qui aide avec ce mindset-là un peu. Ouais. On pourrait dire que ça a fait prendre l'expansion à notre zone de confort, tu sais. Oui, mais il y a des belles choses qui se passent à l'extérieur de notre zone de confort. Ouais. Tu sais, des fois, je trouve ça un peu excitant de dire, bon, ben, je sais pas trop vers où je m'en vais. On s'en Mm. va dans une direction. Qu'est-ce qu'il y a dans cette direction-là? Je le sais pas. ChatGPT, ça a été ça, là. On s'en va vers quelque part, on essaye de faire des choses vers où est-ce que j'aurais jamais pu croire tout ce qui s'est passé dans une année. Mhm. Ça a été incroyable, mais c'est parce que j'ai décidé de faire ce pas-là, d'aller dans cette direction-là avec des personnes super tripantes. Fait que quand on a une équipe ou un réseau en ligne qui est tripant, on se dit on va faire quelque chose, on sort collectivement de notre zone de confort, arrivera ce qui arrivera. Mais pas toujours, mais souvent, ça fait des belles choses, puis c'est super motivant, là. Ça l'est tellement. Ça l'est tellement. Là, j'aimerais ça qu'on amène des précisions, là, tu sais, parce que on entend ça, tu sais. L'intelligence artificielle, ça ne se limite pas à ChatGPT, même si pour plusieurs, ça a été comme notre point de rencontre. Tu sais, c'est le Mhm. visage, si je peux dire, de l'intelligence artificielle pour plusieurs. Disons qu'on marche dans le corridor dans ton école, entre collègues, puis on te pose la question: Hey Simon, pour toi, c'est quoi l'intelligence artificielle? Là? Comment t'expliquerais ça en mots simples? Là? Ça veut dire quoi pour toi, ça? Dans ce que tu as vu dans la Euh, dernière année, là? C'est quoi ça, l'intelligence artificielle? je l'ai expliqué de plein de manières Ouais, différentes dans la dernière année. OK. Je l'ai expliqué comme les mathématiques et l'informatique qui ont un enfant ensemble. C'est ça. C'est quand on va vraiment dans la boîte noire, c'est ça. C'est des technologies qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pensait pas que les technologies étaient en mesure de faire. Je pense à ChatGPT, mais juste la reconnaissance visuelle. Juste de dire qu'on a une caméra qui filme un objet, puis que le logiciel est capable de reconnaître cet objet-là. Mhm, Puis à une époque où on ne pensait pas que ce serait capable, que c'était limité à l'humain, là, ce ne l'est plus. mhm. Euh, c'est une technologie qui pose des questions, des grosses, qui nous remet vraiment, je ne vais pas dire à notre place, mais parce qu'elle est capable de faire ces choses que l'on croyait si humaines, mais là, on doit redéfinir c'est quoi qui est très humain. Puis la dernière année nous l'a montré, la créativité, la résolution de problèmes, l'interpersonnel. ChatGPT ne fait pas ça. Non, On, non, est là, non. il génère des choses, il n'est pas créatif, forcément. Donc, ça l'a mis en lumière ça. Euh, mais j'irai avec ça. C'est une technologie qui dépasse ce qu'on pensait que la machine pouvait faire à une certaine époque. Ou encore des mathématiques appliquées. Ça dépend si on va du côté technique ou du Ouais, côté un peu plus philosophique. ouais, ouais. Merci, c'est le fun de t'entendre mettre des mots là-dessus. Moi, je m'informe beaucoup, j'expérimente beaucoup, puis j'ai entendu dans une vidéo quelqu'un comparer ça à l'électricité, tu sais, pour l'impact que ça va amener dans notre société.
Il comparait ça à un changement aussi majeur que ce que l'électricité a représenté pour notre société. Puis je me dis, je peux même pas m'imaginer notre société sans électricité. C'est comme c'est Non. partout, tu sais, c'est partout. Donc ça active beaucoup ma curiosité puis de voir ce qui va arriver là. Puis mettons qu'on reste dans l'idée d'une salle de classe, puis comment ça affecte l'apprentissage. Toi, dans la dernière année, c'est quoi les incidences que ça a? Tu sais, mettons qu'on se dit, là, on n'essaierait pas de contrôler ça ou d'exclure ça, parce que même si on l'interdit du réseau de l'école, les jeunes ont leur iPhone dans les poches, puis ils ont l'application, puis, tu sais, on s'entend, fait que ça, on ne pourra pas résister à ça, là. C'est quoi les incidences sur nos pratiques? Tu sais, mettons que c'est là, puis on s'en sert, puis qu'on le dit, puis on invite même les élèves à l'utiliser, mettons, là. Comment ça vient affecter la démarche d'enseignement et d'apprentissage? Puis tu as parlé d'évaluation tantôt. Tu sais, c'est un challenge pour c'est quoi une preuve d'apprentissage, dans le fond. Tu sais. Oui. Fait que comment tu vois ça, toi? En termes d'apprentissage, ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses que ce que je faisais à l'habitude. Bon, OK. je connaissais les examens, je connaissais les dissertations. Moi, je suis beaucoup dans une pédagogie par projet. OK. Je fais faire le projet aux élèves, j'évalue la création. Euh, que ce soit un jeu qui ont programmé, un robot qui font faire un circuit ou une dissertation sur un sujet, là, ça reste une production. Donc, j'étais beaucoup dans évaluer le projet final de ce qu'il avait fait. J'ai découvert ce qui s'appelle la triangulation des apprentissages, qui est une approche un peu qui regarde, oui, on peut regarder les productions, mais qu'est-ce qui se passe pendant? Euh, donc, j'ai beaucoup retravaillé mon évaluation dans les derniers mois. Je faisais un projet cet automne dans lequel c'est un projet long, un projet de programmation pour voir le cycle design au PEI, dans lequel les élèves avaient dans un premier temps à faire de la recherche, planifier ce qu'ils allaient faire, le programmer, puis évaluer. Puis à plusieurs moments, j'allais m'asseoir avec chacune des équipes. On discutait où il était rendu. Bon, votre recherche est rendue où? Est-ce que vous avez cherché là-dessus? Dans quel ordre avez-vous fait vos recherches? Et là, j'ai été capable, pour une première fois, de cibler plein de choses beaucoup plus tôt dans le projet. Un, les élèves en ont beaucoup à dire, surtout en secondaire 1. Des fois, la différence entre ce qu'ils sont capables de dire sur un sujet et ce qu'ils écrivent, une grande marge entre les deux. Il y a des élèves qu'à l'écrit, je me disais, ah non, lui, il n'a pas compris. Quand je lui en parle, il a compris. Il OK. n'est juste pas capable de le mettre à l'écrit. Oui. Mais là, ça me force à regarder quelque chose d'autre. J'ai été capable de me rendre compte un peu des dynamiques d'équipe beaucoup plus vite. Quel élève veut super bien faire, quel élève travaille moins. Ça, un cours à 2 périodiques, d'habitude, c'est plus loin dans l'année qu'on s'en rend compte. Là, je m'en suis rendu compte beaucoup plus rapidement. J'ai découvert plein d'autres choses en évaluation, justement, ces espèces de notes-là, travailler à l'oral avec les élèves. Donc, ça m'a permis, en termes d'évaluation, pour revenir à la question initiale, là, Oui, oui. l'intelligence artificielle m'a permis d'aller voir autre chose en évaluation. Euh, L'intelligence artificielle aussi, moi, je ne suis pas étranger. Peut-être que je laisse paraître autre chose. Je ne suis pas l'enseignant qui va montrer à mes élèves forcément comment utiliser ChatGPT. OK. On en a exploré d'autres parce que, bon, ChatGPT, c'est un logiciel complexe. Premièrement, de toute manière, au niveau légal, si on n'a pas 18 ans, ça prend une autorisation parentale. Je ne voulais pas me lancer là-dedans. Puis il y a aussi un enjeu de, bon, ben, oui, on propose des pistes pour améliorer les évaluations, mais concrètement, ça prend du temps. Fait que je ne veux pas forcément être le prof qui enseigne à tous mes élèves comment être efficace dans ChatGPT, considérant que j'ai encore des collègues qui n'ont pas forcément adapté leurs évaluations. Je ne voulais pas être cette personne-là. On a beaucoup exploré l'intelligence artificielle générative d'images. Par contre, on en a essayé plusieurs. OK, comment est-ce qu'on peut améliorer nos dessins? Comment est-ce qu'on peut faire créer ce qu'on veut vraiment à l'intelligence artificielle? Mais moi, je suis beaucoup plus allé dans la perspective réflexive des élèves. C'est ça que ça a beaucoup changé dans mon apprentissage. Parce que, bon, j'ai un cours qui est très orienté sur les technologies. Donc, on apprend à utiliser des technologies, mais je veux aussi que mes élèves apprennent à réfléchir sur Mhm. leur usage des technologies. Parce que l'intelligence artificielle posait, avant même ChatGPT, posait des enjeux éthiques. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas juste ChatGPT, c'est une technologie qui est beaucoup plus large. La reconnaissance visuelle fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est une autre sorte, si on peut dire, la reconnaissance faciale. Mais il y a encore quelques années, la reconnaissance faciale était très biaisée en fonction de la couleur de peau et fonctionnait beaucoup plus chez les personnes blanches que chez les personnes de couleur. OK. Pas qu'elle a été programmée de manière raciste, mais si elle a été entraînée dans un écosystème où les personnes ont une apparence donnée, ben c'est sûr qu'elle va être plus efficace pour ces personnes-là. Le problème, c'était qu'on déployait ces technologies-là avant de s'assurer qu'elles soient
ou qu'elle ait moins de biais, si on peut dire. OK. Donc, ces enjeux-là existaient. ChatGPT les a mis de l'avant. Donc, on réfléchit beaucoup aux élèves. Bon, les enjeux de biais, les enjeux de est-ce qu'on veut vraiment intégrer la technologie à tout prix partout? Est-ce qu'on veut, c'est quoi la relation qu'on entretient avec la technologie? Là, bon, il y a ChatGPT qui nous écrit un peu comme si c'était un humain. Sur le téléphone, maintenant, il y a MyAI sur Snapchat qui t'écrit un peu comme si tu étais son ami. Euh, Ça, c'est des choses qu'on voyait dans des films de science-fiction. Mhm. On dirait qu'on n'était pas rendu là. ChatGPT a mis ça de l'avant. Et en discutant avec des élèves, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'ils se sentent tellement concernés. On OK. parlait de ces enjeux-là en classe, puis les élèves avaient des choses à dire, se sont renseignés. Moi, en début d'année, là, cette année, fait un projet que j'ai monté avec une conseillère pédagogique du récit, Julie April, que je salue, et Viviane Vallerand de l'Obvia. On a monté une activité tout cet été pour justement éduquer à l'éthique, si on peut dire, de l'intelligence artificielle. Premier cours, on posait des questions aux élèves. Il y avait déjà plein de pistes de réflexion. Ils étaient allés chercher en ligne, ils en avaient entendu parler. Il y en a que ça leur faisait peur, il y en a qui étaient indifférents, il y en a qui voyaient ça d'un œil positif. Ça a fait des super de beaux débats. Les élèves en parlaient parce que c'est leur réalité. Ils voient que ça va être leur avenir. Ils se posent des questions. Là. Déjà, les élèves, ils se disaient, ben là, je veux faire tel métier. Est-ce que ce métier-là va encore exister dans 10 ans? Mon père, il fait tel métier. Lui, si son métier disparaît, là, il a 3 enfants. Il n'a pas le temps de retourner à l'université à temps plein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tous des enjeux que les élèves, avant même qu'on en parle en classe, avaient commencé à réfléchir à ça. Et là, de créer cette opportunité-là pour eux d'en discuter, ça leur donnait des super de beaux moments. Donc, d'amener les élèves à parler de cette réalité-là, qui est de toute manière de la matière que je veux voir dans mon année. Là. Ouais. C'est pas comme si je faisais une parenthèse qui n'avait pas lieu d'être. Non, non, non. Et très, très, très intéressant de les voir préoccupés, de les voir curieux, de les voir se questionner par rapport à ça. C'est une très belle porte d'apprentissage pour voir toute cette réflexion-là par rapport à la place qu'occupent les technologies dans notre société, parce que ça, c'est une autre chose que ChatGPT a mis de l'avant. C'est vraiment jusqu'où on veut que ça aille. Pour qu'on ait des groupes de chercheurs en mars dernier qui décident de publier une lettre ouverte en disant devrait-on faire une pause de 6 mois sur la recherche? C'est rare de voir des chercheurs dire non, on devrait peut-être arrêter la recherche. Mais c'est pas rare, c'est arrivé à d'autres, pour Mhm. d'autres grosses technologies. Il y On a un peut désir, penser au. il y a un désir d'encadrer tout ça, là. Oui, vraiment. Puis je veux Ouais. dire, on a eu un peu le même discours avec le nucléaire, avec les modifications génétiques. C'est vraiment un moment tournant, si on peut dire. Ouais. Ça a mis ça de l'avant. Et mais les élèves se sentent concernés, on en parle, puis ça donne des belles choses en classe à ce Hmm. niveau-là. C'est fascinant. Fascinant. On sous-estime parfois nos élèves hein, dans ce qu'ils sont capables d'amener comme réflexion, puis leur désir aussi de s'engager activement dans la Mhm, société. Tu sais, ils s'en font avec ça, c'est clair, c'est clair. Entre collègues, tu parlais de notre environnement. Je me dis, toi, tu es chanceux, tu es dans un environnement qui est stimulant. Je oui. parle de tes collègues, je parle pas de la bâtisse, je parle tu sais, avec tes collègues. Non, mais tu sais, Oui, oui. l'environnement, c'est pas juste physique, c'est avec qui on Mhm, travaille. Pour les gens qui ont peut-être pas commencé à se questionner entre professionnels au sujet de. Il y en a qui se posent encore la question Simon, est-ce qu'on devrait intégrer le numérique? Puis on parle même pas d'intelligence artificielle, tu sais. Donc je me dis, quelles pourraient être des bonnes questions pour amorcer une discussion ou une réflexion entre collègues pour justement commencer à évoluer dans ce sens-là, puis se dire, OK, comment on fait ça? Comment on l'intègre? Comment ça nous affecte? Pour dépasser le réflexe naturel, j'ose dire, parfois qui est de, ben là, on va le tasser, on va essayer de l'interdire puis de le contrôler. Tu sais. Euh, Ça pourrait être quoi des belles questions pour amorcer une réflexion entre collègues, pour avancer? Des belles réflexions. Je pense que la première réflexion à avoir, c'est de ne pas penser que naturellement nos élèves sont forcément bons avec les technologies parce qu'ils sont nés avec ça. OK? On a souvent tendance à dire, ah, ils vont savoir comment ça marche. Oui. Il va être capable de faire fonctionner la machine qu'il va réfléchir par rapport à son usage. Ça, je pense que c'est quelque chose que, même si nos élèves, je veux dire, il y a certaines applications, j'ai jamais eu des élèves qui sont aussi bons à faire du montage vidéo que ce que j'ai OK. présentement. OK. J'ai jamais, ils ont vraiment développé des belles compétences dans ces dernières années, mais il y a certaines technologies ou certaines réflexions qui n'ont pas forcément encore eu. C'est normal, ce sont des adolescents, on a un rôle à faire là-dedans. Donc ça, je pense que ce rôle-là d'éducateur, de se questionner sur, oui, j'ai de la matière à passer, mais
être enseignant, c'est pas juste passer de la matière non plus, il y a d'autres choses. Ça, je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Hmm. Euh, se poser la question sur qu'est-ce que les élèves se posent comme question par rapport au numérique aussi. Parce que même si on ne fait pas cette éducation-là, les élèves, il y en a plein là, qui vont dire: Oh, j'ai vu passer telle chose sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que je suis à l'aise avec ça. Telle personne a dit telle chose dans une conversation de groupe. Je suis pas sûr que je suis à l'aise. Mais des fois, les élèves, ils ne sachent pas, mais entre ne pas être à l'aise et agir, ben, il y a un grand pas à faire. On peut les modeler là-dedans. Nos élèves sont des citoyens à l'ère du numérique, qui ont une vie numérique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'on doit les amener à se responsabiliser. On doit les amener à réfléchir aux impacts de ce qu'ils disent, ce qu'ils font, peuvent avoir sur les autres, puis comment gérer ces situations-là. C'est quelque chose qui s'enseigne, à mon avis, qui Mhm. s'éduque. Donc ça, je pense que c'est une autre bonne réflexion quand on parle du numérique. Et de voir comment est-ce que le numérique peut nous amener, pas forcément plus rapidement, mais plus loin. Parce que des fois, par le numérique, je peux penser à l'écriture collaborative en français. Je peux penser au montage vidéo je sais pas moi, en anglais. Les élèves se filment en faisant des choses en anglais. C'est pas le même contexte qu'une évaluation orale en classe. Ça nous permet de faire autre chose. Euh, le numérique nous permet de faire des choses différemment. Il faut juste se laisser la permission d'essayer. Hey, se donner la permission d'essayer. Oui, puis Absolument. au pire, je vais l'avoir fait une année. Ça n'aura pas été super. Ce ne sera pas du temps perdu non plus. Au pire, 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 je ne le referai pas l'an prochain, mais je l'aurai essayé. Mhm. C'est pas perdu, tu sais, on apprend, tu sais. Au On, final, on non. apprend, on apprend à travers ça. Oui, oui. Merci pour ces pistes de réflexion-là, c'est vraiment intéressant. Puis ça m'amène à me questionner, tu sais, est-ce qu'il y a un endroit, tu t'as posé la question, quelles questions les élèves se posent-ils au sujet de la technologie, le numérique, puis l'ère dans lequel on vit, puis ce qui s'en vient, tu sais, dans le fond. Euh, je me pose la question, tu sais, est-ce que l'école, c'est le seul lieu dans leur vie où il peut ne pas y avoir de numérique, tu sais? Parce que le numérique est partout ailleurs. Donc, ça peut être une opportunité puis un défi, ça, là, en Mhm. fonction de l'éducation qu'on tente de dispenser intentionnellement, tu sais. Mais, ouais, ça m'a amené là, tu sais. Mais c'est une bonne question, puis c'est une question qui est légitime aussi. Souvent, quand on va avoir le débat de est-ce qu'on prend le numérique ou est-ce qu'on prend pas le numérique, Ouais, certaines personnes vont être campées d'un côté ou de l'autre, mais il ne faut pas oublier qu'une école, surtout secondaire, les élèves ont 9 enseignants différents. ouais. Euh, Ça se peut qu'une enseignante dise: Moi, le numérique, je m'en vais pas vers là. Je veux qu'on travaille autre chose avec les élèves. Puis ça se peut que dans une autre matière, un autre enseignant aille à quelque part d'autre. Ça permet aux élèves de voir des modèles diversifiés d'utilisation du numérique. Puis ça, je pense que c'est intéressant. Il y a quelque chose que le papier-crayon a que le numérique n'a pas. Euh, que les élèves puissent voir ça, c'est super. Ça permet de mieux L'absence du numérique permet de mieux comprendre le numérique aussi, mais permet de comprendre qu'il y a autre chose. D'avoir des enseignants qui sont plus techno, c'est super aussi, mais je pense que ça prend ça prend une diversité d'approches. Je pense pas que oui, on veut intégrer le numérique, mais je veux dire, si on intègre le numérique juste pour dire qu'on le fait, puis bon, ben, au lieu d'avoir le livre papier, on va l'avoir sur ordinateur. Ça change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ouais, Puis si sauf, pour mettre sauf un l'accès. enseignant dans une posture avec laquelle il n'est pas à l'aise, je Mm. pense qu'on est mieux d'aller ailleurs dans ce cas-là. Parce que de toute manière, un autre enseignant va le faire. Faut pas forcément prêcher l'approche mur à mur puis intégrer le numérique juste pour intégrer le numérique. Les élèves ont besoin de voir des modèles différents d'utilisation du numérique, des modèles différents d'adultes qui utilisent le numérique aussi. Ouais. Voir l'enseignant qui s'organise encore avec son agenda papier, qui a son système de post-it, des affaires de même, ben, ça se peut qu'un élève, plus tard, qui soit moins agenda électronique, bon, qui ait utilisé un pour des raisons professionnelles, mais ça se peut que pour lui, il ait encore son agenda papier. Ça a quelque chose que le numérique n'a pas non plus. Donc, voir un adulte modéliser ça, c'est intéressant. Voir un autre adulte utiliser plus le numérique, ben, c'est un autre modèle qui est intéressant aussi pour eux. Mhm. Fait que ça, je pense que c'est à prendre en considération qu'on ne doit pas forcément y aller mur à mur. Vraiment intéressant. Mettons que t'as offert des formations, il y a des conférences qui s'en viennent pour toi aussi. Oui. Y a-tu des grandes idées là-dedans? Tu sais, des fois, j'essaie de penser aux questions que je devrais te poser. Puis peut-être la question qui me vient présentement, c'est euh,
qu'est-ce que tu aimes partager aux gens? Mettons qu'on te donne 1 heure, puis que tu te dis, OK, c'est quoi les grandes idées entourant l'intelligence artificielle que tu as le goût de partager aux gens présentement? Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu aimerais nous partager, là? Des choses que je Oui. t'ai pas demandé présentement, que tu dis, Marius, si tu me poses pas cette question-là, c'est ça que je dirais, là, tu sais. Je pense que la première chose à faire quand on parle d'intelligence artificielle, c'est comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas. OK. ChatGPT, quand je disais plutôt que c'est un peu les mathématiques puis l'informatique qui ont un enfant, l'intelligence artificielle reste des modèles statistiques appliqués, là. Je veux dire, c'est des modèles statistiques, c'est de la mathématique qui est appliquée de manière très sophistiquée. Ça reste des mathématiques. Ça reste que quand ChatGPT écrit un texte, ce sont des prédictions statistiques qui déterminent le mot, la ponctuation qui va suivre. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de choses comme ça. Je pense que juste d'être capable de situer ça, ça l'enlève premièrement une couche d'anxiété parce que, bon, moi-même, là, j'ai vu Terminator quand j'étais petit. Là. Quand Mhm. on voit ChatGPT, on se dit, oh, est-ce qu'on se dirige vers ça? Mais là, comprendre que ChatGPT n'est pas si intelligent que ça fait baisser, ça l'enlève un peu d'anxiété, bien évidemment. D'être capable vraiment de le situer. Qu'est-ce que ce n'est pas? Ça, j'aime ça, présenter ça, parce que après ça, on peut s'en parler réellement, puis pas juste se baser sur nos impressions. Ça nous permet de progresser. Je pense aussi que j'aime parler. Bon, c'est sûr que quand je fais mes conférences, souvent j'aborde la question de l'évaluation parce que c'est une question qui est légitime, qu'on doit aborder face à ça. Mais une fois que ça c'est fait, puis une fois qu'on a tassé un peu l'IA, ça sert juste à tricher. Puis pas que tout le monde pense ça, là, mais certaines personnes sont plus dans cette perspective-là. C'est Ouais, normal. ouais, Certaines disciplines sont beaucoup plus affectées que d'autres par rapport à ça. C'est ouais, normal qu'on doit réfléchir. Mais une fois qu'on a tassé ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? ouais, exactement. Vers où on peut amener les élèves? Quelle Ouais. réflexion on peut avoir en classe? Quelle discussion on peut avoir avec nos élèves? Moi, comme prof, je peux m'en servir comment? Une fois là, qu'on a mis un peu la définition, puis qu'on a enlevé l'épine dans le pied, vers où on peut aller, vers où on peut marcher. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Absolument, absolument. Une chose, une formulation que j'ai trouvée intéressante, c'est ChatGPT permet à l'élève de soumettre une preuve d'apprentissage sans nécessairement avoir eu besoin d'apprendre. Donc, le problème, c'est pas ChatGPT, c'est on veut que l'élève apprenne. Donc, Oui. comment on peut, avec ces technologies-là, continuer à amener l'élève à apprendre, comment on s'en sert pour l'apprentissage. Comme tu dis, c'est pas de la tricherie nécessairement, mais ça a des incidences. Une des premières choses que tu as nommées au début de l'entretien, c'est OK. La question que je pose à mes élèves, ben là, est de le faire à la maison. Là, ils peuvent le faire sans nécessairement réfléchir. Donc, on va éviter ça, c'est sûr, parce qu'on veut vraiment les amener à apprendre, à devenir, à faire ce qu'il y a d'humain, comme tu disais au début, Oui. prendre des bonnes décisions, être capable de s'informer, être critique, contribuer, grandir, se questionner. Donc, Mhm. ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose. Puis j'aime un peu utiliser l'analogie du vélo avec eux. OK. Puis leur dire que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un vélo. Des fois, ça te permet d'aller plus rapidement que si tu étais à pied. Des fois, ça te permet d'aller plus loin aussi. Si tu sais bien te servir du vélo, tu peux faire une beaucoup plus grande distance. Tu peux faire des choses que juste la marche à pied ne te permettait pas de faire. Mais si tu sais faire du vélo et que tu ne sais pas marcher, là, on a peut-être un problème parce que le vélo ne peut pas aller partout. Le Mhm. vélo ne peut pas être dans toutes les situations. Des fois, tu n'auras pas accès au vélo. Des fois, il faut que tu montes au 3e étage d'une bâtisse. À vélo, ça ne se fait pas vraiment, mais à pied, ça se fait. C'est important d'avoir la base des apprentissages parce que même si ChatGPT peut faire quelque chose, des fois, l'élève doit être capable de le faire quand même. Je veux dire, on a des calculatrices, mais on sait tous compter, on sait tous diviser. Ouais. Fait que ça, c'est important de ne pas oublier ça. C'est important de voir qu'est-ce qu'il peut apporter aussi. C'est d'être un peu dans ces nuances de gris-là. Il y en a des nuances, c'est clair. C'est Oui. clair. Puis disons qu'on parle de leadership rapidement parce que tu sais, moi, je m'imagine toujours, OK, dans 5 ans, l'éducation, on est où avec tout ça? Plus on avance avec le numérique, plus les progrès sont rapides au Mhm. niveau technologique, mais le côté humain, lui, on est toujours en mode, OK, on est rendu haut, on essaie de rester à jour. Tu sais, ça va plus vite que ce qu'on est capable de faire. Tu sais, on finira jamais d'écouter YouTube. Tu sais, on n'aura jamais fini de lire Internet. Il y a Mhm. trop de contenu, puis on a passé d'une vie là, pour passer à travers tout ça.
Donc, je sens un peu que l'éducation, on est là, tu sais, comme toute la société. Mais leadership pour toi, quand tu entends ça, ça veut dire quoi? C'est une bonne question. Euh, je pense que dans mon cas, puis là, je peux pas parler pour les autres, dans mon cas, le leadership, c'est vraiment en le faisant qui est arrivé, dans le sens où j'ai décidé, bon, je vais partir le groupe, on va partir des idées, on va essayer de mobiliser des personnes. J'ai fait ça parce que je voulais qu'on travaille sur une solution pour un problème que je voyais, parce que je voulais qu'on mette des idées ensemble. Pas, tu sais, j'ai finalement eu un rôle qui, dans plusieurs aspects, s'approche du leadership, pas parce que je voulais du leadership, parce que je voulais qu'on s'en aille à quelque part. Fait qu'au final, parce que je me suis un peu laissé porter par le vent de bon, on va voir vers où ça s'en va, ben, je me suis mis aussi à être le vent qui pousse les autres à avancer parce que je le faisais, ça l'a entraîné d'autres personnes, on est allé dans une direction, ça a été super trippant, ça l'est encore. Donc, je pense que le leadership, c'est de oui, vouloir aller dans une direction, mais être OK. capable de se laisser porter par le vent vers où ça va nous amener. Il faut être. Puis là, en même temps, c'est sûr que moi, j'ai un leadership comme enseignant qui essaie des choses, qui n'est pas forcément le même leadership, disons, qu'un directeur adjoint, parce que je peux me permettre de dire on va voir vers où ça s'en va, adviendra ce qui adviendra. Ça a moins de répercussions que, disons, un directeur, j'oserais croire, puis je veux. Tu sais, je connais pas tant leur réalité. Fait que OK. c'est sûr que mon cadre comme enseignant qui essaie des choses, ça me permet beaucoup de liberté, qui m'a amené à développer ce leadership-là, je crois. Euh, fait que je pense que c'est le leadership, c'est en étant inspiré qu'on peut en inspirer d'autres. OK. OK. Je dirais avec quelque chose comme ça. Ben ouais, absolument. Si on va dans une direction qu'on est motivé, mais ça se peut que d'autres personnes veuillent nous suivre, puis que ce soit motivant, puis qu'en gang, on se motive, on aille encore plus loin, puis là, ça fait un effet de masse. Fait que je pense que c'est comme ça. Puis on peut, tu sais, le leadership ne s'exerce pas seul non plus. Ça prend des collègues, ça prend un réseau qui vont dans notre même direction. Donc oui, j'ai initié un mouvement, mais je ne serais pas allé loin, puis je ne serais pas allé longtemps si j'avais pas eu un réseau autour de moi aussi qui se mobilise. Donc, le leadership, c'est quelque chose qui est partagé, à mon avis, OK. aussi. OK. On fait de la place aux autres, puis Oui, comme tu dis, on peut se laisser porter par d'autres. Tu sais, c'est pas juste d'être en avant, mais de on s'en va quelque part, tu sais. oui, absolument. Ouais. Puis on va voir vers où ça s'en va, mais si on est plusieurs à y aller ensemble, mais c'est sûr que les obstacles, on risque d'avoir plus d'idées pour les surmonter, on risque de vouloir, même dans les moments où ça va moins bien, ben, quand il y en a d'autres qui continuent à avancer, ça nous remonte. Donc, c'est vraiment quelque chose de collectif. Mhm. J'ai le goût de te poser la question, qui inspire ou a inspiré Simon à devenir enseignant, puis à être là en éducation? Hmm. Mes enseignants au secondaire Ouais. m'ont inspiré. J'ai eu des enseignants incroyables. J'ai eu des enseignants qui me parlaient de leur passion aussi à l'extérieur des cours. C'était pas juste des enseignants, c'était des personnes. C'était mon enseignante de français qui faisait aussi de la peinture. C'était mon enseignant de sciences qui tripait, oui, sur l'astronomie, mais aussi sur la musique un peu punk rock. C'était ces humains-là qui m'ont poussé à aller en enseignement. C'était la passion des sciences aussi qui m'a amené à aller vers ça. J'ai baigné dans un milieu où j'avais des personnes dans ma famille qui faisaient de l'astronomie, puis je tripais. J'ai eu des parents aussi qui m'ont donné l'amour de la lecture, euh, qui m'ont aussi modélisé beaucoup de choses, puis je m'en rends compte. On dirait que quand je regarde ma dernière année, c'est là qu'on réalise des choses. Moi, j'ai deux parents qui sont entrepreneurs, ils ont leur compagnie, puis les deux, il y a des défis. OK, comment est-ce qu'on va surmonter ça? Dans quelle direction? Hey, je pense que j'ai eu telle idée, on va voir vers où ça va s'en aller. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que ça ne l'est pas, mais on va l'explorer pour voir qu'est-ce que ça fait. J'ai vu ça, puis je pense que je me suis vu le faire aussi dans la dernière année. Wow. Parce que j'ai Fabuleux. grandi un peu dans ce milieu-là. Puis c'est avec le recul que je me suis dit, ben oui, mes parents faisaient ça. J'étais allé dans cette direction-là, de voir des personnes essayer des choses différentes, de voir des personnes explorer des idées, de voir des personnes être motivées par OK, je vais essayer quelque chose, j'ai cette idée-là, on y va. Ben, ça te donne le goût d'être motivé, puis après ça, ben, on peut partager ça aux autres aussi.
Parce que oui, être enseignant, tu sais, je disais, bon, j'ai baigné dans un milieu scientifique, j'ai le goût de partager ça, mais en même temps, quand on est enseignant, on le sait bien, c'est pas que la matière, c'est l'humain en premier. Puis c'est ça, c'est ces humains-là qui m'ont inspiré, je pense, à être enseignant. Formidable, vraiment, vraiment. Là, t'en es à ta quelle année en enseignement? Ça fait combien d'années que tu enseignes? C'est ma 6e année comme Sixième enseignant. année déjà, hein? Oui. Wow. Qu'est-ce que tu aimes le plus là, avec du recul là, depuis ton arrivée? Puis tu sais, ça va vite au début surtout, là. Mais Mhm. qu'est-ce que tu apprécies le plus de ta profession? Mes collègues et le réseau, je vais mettre ça en premier. OK. C'est ce qui fait la plus grosse différence. Moi, pour l'anecdote, quand je suis allé au Découvreur, j'avais une école en tête où je voulais travailler, qui n'est pas l'école où je travaillais. OK. Mais j'ai eu mon premier contrat à De Rochebelle. Je suis tombé en amour avec l'équipe. Fait que là, j'ai vraiment laissé tomber mes autres plans pour le centre de service scolaire. Je me suis dit, bon, ça y est, vous êtes prêts avec moi. Euh, donc, le milieu qui est super motivant, je vais à l'école travailler parce que je sais que mes collègues de bureau, j'ai hâte d'entendre parler de leur fin de semaine. C'est quoi les projets qu'ils veulent faire avec les élèves? Je trouve ça super motivant. Ça, c'est vraiment ma motivation numéro un. Les humains, mais pas que les adultes, les ados aussi. Ils ont toutes des. Je trouve ça motivant de voir des personnes qui apprennent, qui veulent se dépasser, qui veulent essayer des choses, puis on en discute. Ça, je trouve ça super motivant. Le fait d'avoir un cours dans lequel j'ai beaucoup de liberté pédagogique aussi. Mon cours dans lequel c'est un cours d'éducation aux médias, c'est pas une matière qui est à sanction, donc je peux essayer des choses. Ça, pour pouvoir être dans l'innovation pédagogique, je trouve ça fantastique. Hmm, C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, je l'ai, donc j'en profite vraiment. absolument. Mais ça fait vraiment une grosse différence d'avoir une direction qui me fait confiance aussi, qui savent que je peux partir vers des avenues. Puis Dieu sait que dans la dernière année, j'en ai eu plein de projets. Là. Puis je vais aller voir en disant, ah, ben là, il y a telle personne qui m'a approché, on pourrait faire telle affaire, c'est la semaine prochaine, ça se peut dessus. Mhm. D'avoir des directions qui me disent, OK, qu'est-ce que tu as besoin? Comment je peux t'aider à aller? Ça fait aussi une grosse différence comme enseignant. On parle beaucoup tu sais, souvent dans les médias, on va parler des conditions difficiles de l'enseignement, puis on va parler de ces choses-là, ce qui est totalement vrai, puis c'est vrai Mhm. qu'on a un gros taux de décrochage des jeunes enseignants, Ouais. mais il y a aussi du positif et l'équipe fait une très, très grosse différence. C'est extraordinaire. Tellement content d'entendre des histoires à succès comme ça, succès dans l'insertion professionnelle, tu sais. Mhm. Tu es à ta sixième année et tu tripes, tu sais. Oui, Tu sais, puis j'ai le goût de dire, regarde-toi aller, tu sais. Tout ce qui se passe oui. dans l'école, à l'université, puis en périphérie, tu sais. Tu es quelqu'un qui est en mouvement. Je trouve ça beau de voir ça aller. Puis derrière tout ça, je vois la posture, puis je vois le réseau, je vois l'environnement, ce que ça peut donner quand on est entouré, tu sais. Je me dis, waouh, je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion-là, parce que je veux dire, tu sais, on a notre vécu bien unique à nous, puis les autres, ben, on ne sait pas ce qui leur arrive, mais toi, ta perspective sur l'insertion professionnelle, tu as déjà nommé des choses, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens vivent un peu ce que Simon a vécu, tu sais, y a-t-il des principes là-dedans qu'on peut exporter puis dire, regarde ça, là, quand il y a ça dans la recette d'insertion professionnelle, ben les gens aiment ça, rester, tu sais. Ça pourrait être quoi, tu sais? Je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais tes mots à toi, ce serait quoi? Euh, Être en mode solution, OK. autant pour la personne qui s'insère dans le métier que les personnes qui vont l'accompagner. Euh, Moi, je me rappelle ma première année à Rochebelle, ma directrice adjointe, quand on allait dans son bureau pour lui parler de nos problèmes, elle commençait tout le temps, mais oui, mais toi, comment ça va? Fait que, être en mode solution, mais aussi penser à l'humain derrière. Euh, je pense que, bon, ça, c'est ce que je dis depuis le début, là, le milieu fait une très grosse différence. Avoir des collègues qui sont prêts à partager ce qu'ils font, partager leurs pratiques, répondre à des questions, ça fait aussi une très, très grosse différence dans l'insertion professionnelle. Ne pas avoir peur de se planter, Hmm. d'essayer des nouvelles choses. Souvent, quand on commence, on va aller dans les zones dans lesquelles on est plus à l'aise. Euh, Puis c'est correct, puis c'est correct, puis c'est normal qu'on ait nos endroits dans lesquels on est plus à l'aise. Mais des fois, même quand on est encore dans notre insertion professionnelle, il faut se donner la permission de sortir de cette zone de confort-là. Parce qu'on ça se peut qu'on trouve une autre zone de confort qui est vraiment trippante aussi. Fait qu'il faut se donner ces permissions-là, puis si on n'explore pas ça, puis oui, c'est normal là, qu'il y a des cours qu'on va aller avec les choses qu'on est très, très, très à l'aise, qu'on reste vraiment dans un cadre qui est très fixe, mais il faut se donner la permission d'essayer autre chose aussi, puis
puis d'avoir un filet de sécurité qui est vraiment l'équipe école, qui nous permet de, bon, ben si finalement l'activité ne va pas comme je pensais, ben j'ai peut-être une collègue qui va permettre de me donner des idées pour me rattraper. Mais il faut se donner ça, puis il faut mettre l'orgueil du débutant de côté, je pense aussi. Il y a des choses qui ne vont pas super bien, c'est normal. La grosse différence, c'est pas comment on tombe, c'est comment on se relève aussi. Bon, mon activité, ça s'est pas bien passé. D'accord. Maintenant, il faut que je le fasse avec 5 autres groupes. Qu'est-ce que je change? Donc, y aller un peu dans cette posture-là, je pense que ça peut faire une très, très grosse différence. Wow. Merci, c'est le fun de t'entendre mettre des mots là-dessus. C'est vraiment, vraiment stimulant. Vraiment stimulant. Ouais. Disons qu'on se projette dans l'avenir un petit peu, là. On se transforme en devin avec ce que tu vois dans l'intelligence artificielle et tout ce que tu découvres, ce que tu expérimentes. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient, selon toi? Là? Qu'est-ce qu'on va voir en éducation? Là? Tu sais, mettons qu'on reste dans notre champ d'expertise, l'éducation. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle? Puis, ce que tu vois comme évolution dans les pratiques pédagogiques qui te paraissent intéressantes, là? Dans les 5 prochaines années, on pourrait voir quoi? Je pense qu'on va voir des applications de plus en plus diversifiées de l'intelligence artificielle. Bon, présentement, l'IA générative génère de la musique, écrit du texte, fait des images. C'est les trois principales sphères de l'IA générative, du moins qu'on a dans les écoles. Probablement des intelligences artificielles qui vont se mettre à créer du contenu vidéo, qui vont s'en venir aussi. Ça commence, c'est encore très embryonnaire, mais on voit que ça s'en vient. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'applications, de plus en plus de sites web, d'outils pédagogiques qui vont utiliser, qui vont intégrer l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'au final, autour de ça, il ne faut pas oublier les apprentissages qui sont quand même essentiels, qui sont automatisables, qu'on veut que nos élèves apprennent. Mais en plus de ça, peut-être que cette IA-là, cette intelligence qui est artificielle, va mettre en lumière notre intelligence à nous qui est réelle, parce que peut-être que ces outils-là vont nous permettre d'explorer plus la créativité, que si on est capable d'automatiser les petites choses qu'on fait rapidement, est-ce qu'on va pouvoir plus rapidement tomber en mode résolution de problèmes, mais large? Tu sais, si on a moins à mettre de temps sur les petites choses qui sont tellement chronophages puis qui nous grugent du temps, mais que là, l'IA est capable d'en faire certaines, est-ce qu'on va être capable de mettre notre énergie sur l'humain, sur l'innovation, sur la progression, sur toutes ces choses-là? Fait que j'espère que l'intelligence artificielle va nous amener à nous recentrer sur l'humain, nous recentrer sur l'autre, Mhm. sur ce qui est trippant de toute manière, là, quand on travaille avec les élèves, la créativité, l'innovation, OK, on va réfléchir, on va être où dans 15 ans, on fait sortir des idées, puis on travaille là-dessus. Ça, je pense que c'est vraiment trippant. Puis si l'IA peut nous permettre de faire ça, ça va être une réussite. Mais en même temps, il y a un an, moins une semaine, on n'aurait jamais cru que l'année qui s'est passée allait s'en venir. Est-ce qu'une autre technologie disruptive va arriver puis changer la donne? Peut-être. Donc, il faut être flexible. Absolument, ça va continuer de changer. C'est tout un apprentissage. Je pense pas qu'il y a de ligne d'arrivée là. Donc, tu sais, la posture dont tu parles depuis le début, s'ouvrir, expérimenter, se donner la permission de juste voir ce que ça va donner, là. C'est intéressant. On demeure en mode apprentissage, nous aussi. Donc, ça nous invite peut-être à accepter de vivre avec de l'incertitude. Tu sais, là. Puis, Oui. ouais. Ouais, pas de garantie 30 jours, là. Non, vraiment pas. Ouais, Mais ouais. cette incertitude-là peut nous pousser. C'est pas juste une limite, là. Des fois, c'est ces situations-là qui nous amènent à avancer. Puis, Mhm. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite, mettons, là? On arrive à la conclusion de notre entretien. Déjà, mon cher, ça fait à peu près 1 heure qu'on jase. C'est de oui, toute c'est vrai. beauté. Hein? Non, mais ça va vite, ça fly. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi, là? On apprend à se connaître ce matin, là, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années? Qu'est-ce qu'on souhaite à Simon Duguay? On me souhaite que je continue, mais ça, j'ai pas besoin de beaucoup de motivation. Je l'ai très intrinsèque, ça va bien. Euh, on me souhaite de continuer le réseautage puis de continuer à avoir des projets avec d'autres personnes parce que seul, je vais plus vite, mais en groupe, je vais beaucoup plus loin.
dans la dernière année, comme je disais, j'ai travaillé avec Julie April, Viviane Vallerand. On a monté une activité qui était super tripante. J'avais monté une activité similaire pour le faire vite, vite au printemps l'an passé. Mais j'ai tellement trouvé ça plus incroyable, celle qu'on a montée à trois, que celle que j'ai montée seule. Donc, d'avoir des projets comme ça qui impliquent des personnes d'autres milieux, je me souhaite ça parce que c'est super motivant, on va plus loin, on met des choses qu'on vient d'autres milieux, d'autres parcours, c'est super trippant. Donc, je me souhaite ça. Je me souhaite. Je me souhaite quoi? Je pense que je vais y aller avec ça. Continuer à faire ce que je fais, continuer à collaborer avec d'autres personnes. Je trouve ça super trippant. Puis si j'ai ces deux objectifs-là dans un an, ben, je pense que je vais être très content de ma dernière année. Wow, ben écoute, je te le souhaite. Je te souhaite beaucoup de succès puis de l'impact que tu vas avoir. Tu vas mettre du vent dans les voiles à beaucoup de gens avec tes conférences que tu fais aussi, puis ta présence plus publique, mettons. Là. Fait que, Oui. je te souhaite beaucoup de succès avec ça, puis au plaisir peut-être de te rencontrer en vrai un de ces jours. Oui, ben on va peut-être se croiser dans un congrès, une journée de formation, quelque chose comme ça. Ouais, ça serait fantastique. Super. C'était Simon Duguay. À tout le monde est un leader. Merci. Hey, c'est pas beau ça? Oui, et hey, ça a passé vite. Je Ça pensais va. pas que ça allait passer vite de même. Ouais, ça va vite, hein?